Moi je suis Simon, je suis de l'association Tim-Burton.net, qui est une association de fans de Tim Burton, et avant tout on est un site web qui donne des informations, actualités, analyses, etc. sur les films de Tim Burton. Donc si vous voulez venir à notre stand, on est dans l'espace Nautilus, donc n'hésitez pas. Et donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un thème particulier chez Burton, qui est celui du conflit entre la raison et l'imaginaire. Donc Tim Burton, en général, il est plutôt connu, les premières thématiques qui viennent à l'esprit quand on parle de Tim Burton, ça sera plutôt la représentation de la mort, ça va être les monstres, ça va être quelque chose de très graphique autour des éléments d'Halloween avec les citrouilles, on peut penser aux monstres spirales, etc. Mais l'univers de Tim Burton est également extrêmement riche et se révèle plus complexe, car on peut voir qu'il y a un élément qui est très important chez Tim Burton, c'est celui de la science et de la raison, qui ont toute leur place, et ceci dans la quasi-totalité de sa filmographie. Ainsi, on peut penser à pas mal de films, on peut penser pour les figures de scientifiques aux scientifiques dans Édouard Romain d'Argent, qui va créer Édouard. On peut penser au Dr Finkelstein dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. On peut penser dans Frankenweenie, toute l'histoire est basée autour de la science. D'un point de vue également de la raison, on peut penser principalement au personnage d'Ichabod Crane dans Sleepy Hollow, qui lui est vraiment la personne qui raisonne, qui cherche à résoudre les mystères par la raison, par la logique. En cela, il est inspiré de Poe. Et donc, on peut voir que Burton vraiment intègre ces éléments de science, de raison, dans sa filmographie. Seulement, la filmographie de Tim Burton est également extrêmement imaginaire. On le considère comme un créateur de monde, comme un créateur d'ambiance. C'est avant tout du cinéma fantastique. Donc on peut se demander comment cette science, cette volonté de raisonner le monde, de comprendre le monde de manière rationnelle, va s'articuler avec l'imaginaire burtonien. Et c'est justement tout cet enjeu. Il risque en effet d'y avoir conflit entre la rationalité de certains personnages et développée par certains personnages et l'imaginaire de Tim Burton. Et ce que ça nous apprend, tout ça, c'est une certaine vision du monde de Burton. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'au travers de ça, on a vraiment Burton qui nous montre un peu comment il perçoit la réalité. Donc voilà, ça va être un petit peu là-dessus cette conférence. Donc désolé, je n'ai pas d'extrait à vous passer, ça aurait été très éclairant, mais pour deux raisons. Tout d'abord une raison de temps, parce que les extraits c'est à chaque fois 2 minutes, donc ça perd pas mal de temps. Et puis aussi pour une raison de droit, j'ai pas les droits, on n'a pas les droits pour ces extraits, donc ça aurait été compliqué de les diffuser. Donc tout d'abord justement, je vais voir comment Burton cherche à rationaliser le monde et à imaginer la science dans ses films. Donc il y a vraiment des personnages qui sont tenants de la raison, qui sont extrêmement nombreux dans les films de Tim Burton. Donc j'avais évoqué tout à l'heure Ichabod Crane dans Sleepy Hollow, qui est un enquêteur, qui est vraiment là pour expliquer les choses de manière rationnelle. S'il est envoyé à Sleepy Hollow pour enquêter sur les meurtres du cavalier sans tête, c'est justement en forme de défi, pour montrer, regardez, est-ce que votre raison pourra résoudre un mystère qui semble insoluble, un mystère, celui d'un cavalier sans tête. Donc là, on est vraiment face à un personnage qui est basé sur la raison. Mais on peut également penser au fils d'Edward Bloom dans Big Fish, qui refuse de croire les histoires de son père, qui cherche à être vraiment terre à terre, complètement prosaïque, et n'accepte pas les histoires de son père qui lui paraissent complètement extravagantes. Il cherche à les rationaliser totalement. On peut penser au personnage dans La planète des singes de Leo Davidson, donc le personnage principal, le héros, qui arrive sur la planète des singes, donc c'est un scientifique. Pour lui, des singes qui parlent, c'est une erreur de l'évolution, pour lui ça n'est pas possible. Donc on est là vraiment face à des personnages qui sont ancrés dans la raison, qui cherchent à montrer qu'on peut comprendre le monde, on peut l'appréhender et l'expliquer totalement.
Et ces personnages se trouvent confrontés à des événements qui sont complètement inexplicables. Et c'est là que se place l'enjeu de ces films. Comment d'ailleurs est montrée la science chez Tim Burton et la raison? Ce qu'il faut remarquer, c'est que la science de Burton, c'est avant tout une science de l'imaginaire, c'est une science de cinéma. D'un point de vue épistémologique, il n'y a rien de scientifique dans la science de Burton. Un passage qui est particulièrement éclairant, c'est dans Frankenweenie. Quand, dans le dernier Frankenweenie, donc le remake qui est sorti l'an dernier, quand le professeur de sciences va voir Victor et lui explique ce qu'est la science vraiment pour lui, et il lui explique que la science vient d'accord de la tête, mais vient surtout du cœur. D'un point de vue scientifique, on voit qu'on est dans quelque chose qui est un petit peu bancal. On peut également voir que les scientifiques de Burton sont complètement inspirés par la science-fiction traditionnelle des années 50. On peut penser par exemple au docteur Finkelstein dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est le scientifique fou. L'image du docteur Frankenstein, en fait, là donc on est plus dans les films Universal des années 30, mais l'image du docteur Frankenstein envahit complètement l'image scientifique et raisonnable de Tim Burton, et l'ensemble de ces scientifiques, y compris celui d'Edward, y compris l'image qu'il donne des scientifiques dans Ed Wood, même si ce sont des reprises des films d'Ed Wood, on est vraiment dans une reprise de ces clichés de la science-fiction. La science chez Tim Burton, tout d'abord, est une science de l'imaginaire. Donc c'est la première articulation qui se fait entre science et imaginaire chez Tim Burton. On n'est pas face à une science qui serait complètement rationnelle, et les personnages rationnels, justement, sont en fait des personnages complètement extravagants et de l'imaginaire. Donc on peut se demander justement comment cette science va continuer à s'articuler avec l'imaginaire. Il va y avoir, donc on peut remarquer que le conflit est complètement inévitable, et que justement, s'il y a conflit, c'est de manière volontaire. Si Burton travaille et cherche à mettre en parallèle la raison, la volonté donc, de rationaliser le monde, et son imaginaire, parfois ça va être un imaginaire religieux, parfois ça va être un imaginaire mythique ou traditionnel, c'est de manière volontaire, de manière à donner du sens à son récit. C'est par exemple le cas dans Sleepy Hollow. Donc je le disais, l'inspecteur Ichabod Crane qui arrive à Sleepy Hollow, qui se retrouve confronté à un cavalier sans tête. Tim Burton le dit très bien par lui-même. Il dit, qu'est-ce que c'est l'histoire de Sleepy Hollow? C'est un homme qui a une tête, qui pense trop, et qui se retrouve confronté à un homme sans tête. Voilà, il met là l'enjeu, et donc lui, ce qu'il cherchait à mettre en avant, c'était comment justement la raison d'Ichabod Crane peut s'articuler avec l'imaginaire et l'impossible que représente le cavalier sans tête, le fantastique. Ça se voit particulièrement, par exemple, dans la scène où Ichabod Crane voit pour la première fois le cavalier sans tête. Il s'évanouit, et quand il se réveille, il est en état de choc et n'arrête pas de répéter « mais c'était un cavalier sans tête, c'était un cavalier sans tête, c'est impossible ». Donc on est vraiment dans cette volonté de montrer que Ichabod Crane n'accepte pas l'imaginaire. Pourtant, il y a résolution. Et là, c'est particulièrement intéressant dans le film, vu que c'est par la raison, par une enquête rigoureuse, des méthodes d'enquête rigoureuses, qu'Ichabod Crane finit par trouver qui est le véritable manipulateur du cavalier sans tête. Bon, je ne vais pas dire qui c'est, s'il y en a qui n'ont pas vu le film, mais c'est justement par une enquête rigoureuse. Donc la raison a sa place. Et en cherchant à montrer ça dans Sleepy Hollow, qu'est-ce que Burton cherche à montrer? En fait, c'est un visage de l'Amérique. Sleepy Hollow, c'est avant tout un récit fondateur des États-Unis. Quand est-ce que ça se passe? Ça se passe en 1799. On est quelques années après la guerre d'indépendance des États-Unis. Les États-Unis sont un pays, en 1799, qui est tout jeune. Mais il y a deux visages aux États-Unis. D'un côté, un visage religieux, un visage très traditionnel, ancré dans l'imaginaire, représenté par le cavalier sans tête, et les habitants du petit village hollandais de Sleepy Hollow. Et d'un autre côté, un côté très rationnel des États-Unis, un pays qui cherche à aller de l'avant vers la science. Et là, on a Ichabod Crane qui vient de New York, la ville.
Donc on voit vraiment qu'il y a articulation entre ces deux éléments de manière à créer un récit fondateur du pays. Et c'est très bien vu parce que les États-Unis sont vraiment un pays où d'un côté il y a des choses complètement rationnelles qui existent et de l'autre côté des choses, on accorde beaucoup d'importance par exemple à la religion où on est beaucoup plus dans le domaine de la foi, en tout cas pas du purement rationnel. Autre exemple, celui de la planète des singes. Là, c'est l'exemple d'un conflit qui va avoir lieu sur le plan religieux, car tout le thème de la planète des singes, en fait, de Burton, et en cela il est complètement différent de la planète des singes de 1968, c'est qu'il y a et c'est aussi un récit fondateur, le récit fondateur des singes. Comment les singes sont nés? Pour les singes, ils sont nés, et on est dans une genèse, ils sont nés de manière créée par un singe ancien, Sémos, qui aurait créé les singes intelligents. D'un autre côté, on a Leo Davidson, le capitaine, qui lui est scientifique, tenant de la théorie de l'évolution, qui pour lui, les singes sont moins intelligents que les humains, et pour lui, il n'y a pas de propos religieux dans sa manière d'appréhender le monde, ce qui fait qu'il n'accepte pas, en effet, le monde des singes, parce qu'il serait la preuve d'une intervention divine. Et là encore, la résolution est intéressante, vu que c'est par la science, en modifiant génétiquement les singes, que les singes deviennent plus intelligents, et par un voyage dans le temps, par une tempête spatiale, un singe plus intelligent se retrouve sur une planète et ses descendants vont devenir les singes de la planète des singes sur lesquels débarque Leo Davidson. Donc il y a à nouveau un syncrétisme entre les deux. D'un côté, la raison scientifique est parfaitement préservée, puisqu'il y a une logique scientifique par la manipulation des génétiques, mais en même temps, la religion des singes est préservée, vu qu'il y a en effet un singe originel, un singe créateur, et un moment, une jeunesse véritablement de la planète des singes. Là aussi, on est un petit peu face à ce récit créateur. Autre exemple, c'est celui de Big Fish. La raison, là, est face aux souvenirs. Ainsi, Burton cherche à montrer que les souvenirs sont parfois peu raisonnables, mais en même temps, est-ce que le souvenir n'est pas plus vrai que la raison? C'est ce qu'on voit à la fin de Big Fish, où on remarque que tous les souvenirs, certes, ont été exagérés, mais qu'il y avait une part de vérité. Donc il y a vraiment une volonté chez Burton de concilier raison et imaginaire. Il y a conflit, mais c'est pour mieux les concilier et pour mieux les faire aller ensemble. Et cette vision, justement, permet de voir une véritable vision du monde de Burton. Ça nous montre vraiment une vision du monde de sa part. Donc, tout d'abord, cette vision du monde, c'est pour montrer, il cherche à montrer tout d'abord que le monde imaginaire est parfois plus rationnel que le monde réel. À ce titre, je vais vous lire une petite citation d'une interview qu'il avait donnée à Positif à propos de Big Fish, et qui montre justement à quel point il peut considérer que le monde, et qui explique pourquoi il peut considérer que le monde imaginaire est plus réel que le monde réel. Donc c'est ce qu'il dit. Face au tenant du prosaïsme, j'ai toujours défendu l'idée que Frankenstein me dit plus de choses sur mon environnement immédiat, sur mes rapports avec ma famille, mes voisins, ma culture, que les actualités télévisées. La ligne de séparation entre la réalité et l'imaginaire est constamment floue. L'élection d'Arnold Schwarzenegger comme gouverneur de Californie, est-ce la réalité? Pour moi, l'imaginaire est plus vrai. J'apprécie les gens qui admettent qu'un fantasme, s'il parle aux gens, leur apporte plus de réalité. Donc pour lui, on est dans la représentation. Ce qui est important, c'est la manière de représenter le réel, et quelque part, le réel est beaucoup mieux représenté par la fiction, et beaucoup plus rationnel dans la fiction, que la réalité même, qui pour lui est complètement irrationnelle. C'est ce qu'il dit, Arnold Schwarzenegger, gouverneur de Californie. C'est ce qu'il dit également à d'autres moments, lorsqu'il parle de la manière dont le journal télévisé représente la guerre, représente les guerres, en faisant un feuilleton télévisé, en faisant une fiction presque. Donc quelque part, il dit le monde réel est complètement imaginaire quelque part, c'est complètement surréaliste. À partir de là, pourquoi l'imaginaire ne pourrait pas mieux expliquer et mieux représenter le monde réel? Un autre point
souligner, c'est que Burton ne refuse pas du tout la raison. Loin s'en faut, pour lui, cette raison, le fait de rationaliser le monde, est essentiel. Là aussi, je vais lire une petite réponse à une interview qu'il a donnée. Donc, il dit ça, là, c'est à propos de Sleepy Hollow, donc c'est dans une interview sur Sleepy Hollow, où on lui posait justement la question quelle est votre position sur ce conflit entre raison et croyance? Et il répond je me suis toujours senti entre deux mondes, car j'accepte grandement l'inconnu. Je le vénère, mais avec une certaine dose de lucidité. Comme tout le monde, j'essaye souvent de rationaliser, mais je m'arrête toujours dans mon élan, au risque de devenir fou. Il ne faut pas essayer de comprendre ou de catégoriser la vie. La vie est mystérieuse et inclassable. Donc c'est ce qu'il disait juste avant, la vie est mystérieuse et inclassable parce qu'elle-même est folle. On cherche à la rationaliser, mais chercher à rationaliser la vie, c'est se rendre fou. Et c'est ce qu'on voit un petit peu aussi dans Alice au Pays des Merveilles. Et lui-même se fait prendre un petit peu à son propre piège. Il enlève de la magie au Pays des Merveilles, qui cherche à le rationaliser. Il y a des explications. Pourquoi le chapelier est fou? Oh, il a subi un traumatisme avant. Pourquoi la reine rouge est méchante? Oh, parce que sa sœur, la reine blanche, était la préférée. Donc il y a une volonté de tout rationaliser, des méchants, les choses. Quelque part, on n'est plus dans le complètement fou, mais on est dans un monde rationalisé. On se fait prendre à son propre cas, ce qui fait perdre au Pays des Merveilles Carole. Et donc, il y a vraiment un conflit entre. Mais que sens est de donner une vie de Burton, vision du monde, et c'est aussi une vie que j'ai vue dans la planète au travers de la religion. Il y a une obscurantisme, il y a dans du conservatisme particulièrement forte. Cette vision imaginaire permet également de politique de Lord Burton, un sujet qui est beaucoup plus large. En disant que Burton est réfléchir sur ce conflit entre le cinéma, je pense par exemple entre de la folie qui est clairement clair, c'est ce qui sous-tend tout. Le personnage est complètement fou et il ne sait pas où il est de ce côté-là. Voilà, question, et si on n'a pas à venir sur le stand, c'est d'autres choses. Merci beaucoup.